Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est 10 heures, donc on va démarrer cette session d'information du jour. Euh, pour ce faire, on va, comme souvent, commencer par une petite session de questions de sondage via l'application Slide. Les questions qui s'affichent. Réponse plutôt à la question qui s'affiche. La première question étant qui êtes-vous? Voilà. Donc, quelle est votre profession? C'est un peu manière à savoir qui est dans la salle aujourd'hui. Si tu arrives, Lucie, tu peux même mettre en grand écran la barre de contrôle. Enfin, je pense qu'on voit pas mal, mais on verra encore mieux, merci. Voilà, donc ce matin, une majorité de chargés de projets européens, aussi des responsables financiers, des managers, ingénieurs de projet. Bien, du coup, la deuxième question ensuite, un peu plus sur le sujet du jour, à savoir, voilà, est-ce que, a priori, vous seriez intéressé par cette option, cette nouvelle option sur le coût unitaire de personnel? Donc, vous avez différentes options de réponse, hein, et permet un affichage avec un camembert, hein, voilà, comme vous voyez à l'écran. Pour l'instant, voilà, une majorité est au stade de la réflexion. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est vrai qu'on est très, très en amont de phase. Là, c'est une information quand même relativement nouvelle. Et on espère que vous pourrez du coup y voir un plus clair aussi pour vous positionner à l'issue de cette matinée. Voilà, d'autres qui ne savent pas. Vous êtes quand même 22% là déclarés être intéressés. Et puis, voilà. Et peu ne le sont pas. C'est aussi pour ça que vous êtes là, j'imagine. Bien, écoutez, je vous propose du coup qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Et je vais repartager du coup ma présentation pour introduire véritablement ce webinaire. Voilà, le temps que je mette en plein écran et c'est parfait, vous voyez ma présentation, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, je vous ai préparé un petit sommaire, enfin, ma collègue l'a mis à jour. On vous y rajoutera des liens cliquables. Le but étant, voilà, vous puissiez naviguer dans le support comme il sera disponible sur la page de l'événement à l'issue de la journée dès que c'est possible. Voilà, donc vous voyez du coup aujourd'hui on va expliquer la méthode, la méthodologie, comment activer cette option de coût unitaire de personnel, comment l'utiliser plus concrètement et puis on vous donnera comme toujours en dernière partie quelques ressources. Voilà, c'était pour que vous puissiez surtout naviguer dans cette présentation, mais c'est bien aussi de vous expliquer un peu le déroulé de cette matinée. Un avertissement, hein, comme toujours, pour vous dire qu'on travaille avec les documents et informations que nous donne la Commission européenne. On essaye de les retranscrire au mieux, voilà. Et puis, du coup, voilà, pour vous faire vraiment une présentation de ce webinaire en bonne et due forme. Donc aujourd'hui, on parle de la nouvelle option du coût unitaire de personnel pour le programme Horizon Europe, hein. Vous l'aurez certainement compris. L'objectif aujourd'hui, ou les objectifs qu'on a définis, voilà, on est là pour comprendre le contexte de détermination de ce coût unitaire de personnel dans Horizon Europe, comprendre vraiment cette nouvelle méthode de calcul de coût personnel et puis vous permettre du coup d'évaluer si cette option elle peut être utile pour votre entité. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des autres modalités pour déclarer les coûts de personnel Horizon Europe, hein, on n'aurait pas le temps. Et puis on a déjà fait un webinaire dont on vous donne le lien plus tard dans les ressources, il me semble, sur le sujet.
et puis des autres coûts unitaires existants, puisqu'il y en a d'autres. Ce n'est pas non plus l'objet aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur cette nouvelle option. Voilà, cela étant dit, donc je vous présente rapidement donc l'équipe du PCN juridique est financée pour Horizon Europe. Donc pour l'instant, nous sommes 4 collègues. Donc je suis accompagnée aujourd'hui et comme toujours par mes collègues, donc Irénée Créta, Cécile Barra et Lucie Vaucel. Et puis, on est en train de recruter, on espère pour la rentrée avoir une nouvelle personne qui va rejoindre l'équipe. Et on sera comme ça à de nouveau 5 personnes. On croise les doigts pour cela. L'émission du PCN juridique est financée. Si c'est encore flou pour vous, voilà, c'est d'informer et de former autant que faire se peut sur les conditions de participation du programme cadre, les aspects juridiques et financiers généraux du programme, ce soit donc Horizon Europe, mais encore Adjoint 20, puisqu'il y a toujours des projets Adjoint 20 qui sont en cours. Vous en avez peut-être dans vos établissements, dans vos entreprises. Voilà, nous tenons une hotline qui permet de répondre à des questions par écrit ou via le téléphone. Voilà, et on vous invite, on vous a mis le lien vers notre page de ressources, d'activités qui s'appelle les ressources juridiques et financières directement sur le site internet. On parlera tout à l'heure. Voilà, cette petite introduction étant faite, je vous propose qu'on démarre du coup par la première partie de cette présentation d'aujourd'hui sur le coût unitaire de personnel en vous expliquant quel est le contexte de la mise en place de cette nouvelle option et quelle est après la méthodologie de cette nouvelle option. Donc, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais du coup, c'est l'occasion aussi de le clarifier, de le préciser. Donc, dans Horizon Europe, il y a différentes formes de coûts qui permettent de recevoir, déclarer la subvention européenne selon le type de projet, selon la catégorie de coûts. Donc, il y a la catégorie phare la plus connue, la plus utilisée dans le programme, qui sont bien sûr les coûts réels. Donc, les coûts réels, ce sont les coûts qui sont réellement encourus dans la comptabilité de chaque bénéficiaire, chaque entité bénéficiaire, durant la durée du projet, traçable, identifiable, auditable. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'éligibilité des coûts, mais vous avez compris le principe que vous pouvez toujours retrouver à l'article 6.1 et 6.2 du modèle de convention de subvention. Mais nous avons aussi, à côté de ces coûts réels, la possibilité de déclarer, budgéter ces coûts en somme forfaitaire. Donc, il s'agit là d'un forfait global pour couvrir une, voire plusieurs catégories de coûts, voire tout un budget. Et quand voilà, donc c'est quelque chose qui existe dans le cadre des projets Marie Sklodowska-Curie, par exemple, ou quand il s'agit voilà, d'un budget global, des fameux lump sum, option de simplification qui a été déployée par la Commission européenne depuis la fin d'âge 2020, je dirais. Vous avez aussi donc, dans ces formes de coûts les taux forfaitaires, un pourcentage de coûts éligibles, c'est ce qu'on utilise, 25% pour déclarer les coûts indirects dans ce programme Horizon Europe. Et puis, vous avez enfin les coûts unitaires, donc c'est un montant qui est défini par unité fixe, par le bénéficiaire lui-même ou par la Commission européenne. Voilà, donc là, on va retrouver effectivement cette nouveauté dont on va parler aujourd'hui, donc le coût unitaire de personnel. Il y a aussi les coûts moyens de personnel. Et il y a également la facturation interne dans cette forme de coût et d'autres aspects plus spécifiques quand on accède aux infrastructures ou encore dans le cadre des actions Marie Sklodowska-Curie. Voilà, donc pour vous donner quelque part un paysage global des différentes formes de coûts. Cela étant dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on utilise les coûts unitaires? Donc le but de la Commission européenne, c'est de proposer des formes de financement
qui soit plus simple et ainsi, en même temps, qui soit moins sujette aux erreurs de la part des participants, des récipiendaires de subventions. Voilà, donc on a constaté, je pense que vous partagez ce constat, que le financement basé sur les coûts réels, qui est, donc je le disais à l'instant, majoritaire dans Horizon Europe, est assez complexe et de ce fait sujet à de nombreuses erreurs encore. Donc c'est vrai que c'est un objectif pour la Commission européenne de réduire le taux d'erreur financière. C'est quelque chose qui est largement admis. Sachant qu'une grande majorité de bénéficiaires, ils n'ont que peu d'expérience sur les règles de participation qui sont complexes. Voilà, ça peut être notamment voilà, des PME, beaucoup de nouveaux arrivants. Et voilà, leur manque d'expérience fait qu'ils sont plus susceptibles de commettre des erreurs. Et l'introduction de coûts unitaires peut permettre d'éviter cela. Oui, du coup, pour effectivement, toujours dans le sens donc de plus simplifier et donner du coup un accès facilité à ce programme Horizon Europe, hein, toujours partant du constat avec des chiffres ici qu'a donné la Commission européenne. Voilà, qu'il y a une très faible proportion de bénéficiaires en fait, qui sont des grands participants et qui vont avoir beaucoup de subventions. Ce sont des entités qui, du coup, sont amenées à développer des procédures qui sont dédiées et aussi tout un certain nombre de personnes qui vont se consacrer, on peut le dire, à la gestion des coûts réels. Voilà. Mais en fait, la grande majorité des bénéficiaires, voilà, ce sont des organismes, des entreprises qui vont avoir quelques subventions par programmation. Ça peut être des PME notamment, qui sont des nouveaux venus, donc qui n'ont pas d'expérience préalable. Et on le disait, voilà, je le disais juste à l'instant, du coup, on peut multiplier les chances qu'ils méconnaissent et du coup qu'ils fassent des erreurs en essayant de s'approprier les règles du programme. Donc, pourquoi introduire voilà, spécifiquement un coût unitaire pour les coûts de personnel? Bah, c'est vrai que si vous avez déjà réfléchi à un budget dans le cadre d'un projet Horizon Europe, les coûts de personnel dans un projet de ce programme, ça représente en général 2/3 d'un budget, hein, donc c'est une part très importante du budget. Et du coup, mais ce n'est pas la seule raison, forcément, mathématiquement, ça va être la principale source d'erreurs financières, mais aussi parce que voilà, c'est une part importante du budget et que les règles pour déclarer les coûts de personnel sont vraiment complexes. Donc, pour étayer ce que je dis, j'ai repris un chiffre que la Commission européenne, le service des auditeurs, nous avait donné en 2021. Donc, c'était dans le cadre, bien sûr, d'H2020 à ce moment-là. On avait 34,4% de taux d'erreur pour la France concernant donc les coûts, voilà, les coûts de personnel. Donc, c'est quand même une grande part du taux d'erreur dans l'intégralité des erreurs et des anomalies que remarquent les auditeurs. Vous voyez, donc c'est un taux vraiment assez important et qui justifie du coup l'introduction de ce coût unitaire du personnel. Donc, en effet, voilà, donc, il y a une volonté, hein, vous l'avez compris et vous l'avez vu, j'évoquais notamment les sommes forfaitaires, le lump sum, une volonté de la Commission européenne de mettre en place des mesures de simplification d'Horizon Europe, mais c'est vrai qu'on peut le dire, c'est quand même des règles qui restent assez complexes. Vous avez différents types de calculs en fonction du statut du personnel qui est employé dans les projets. Est-ce que voilà, ce sont des employés de la structure bénéficiaire? Est-ce que ce sont des gérants de PME dans le cadre des PME, des personnes mises à disposition ou des consultants? Voilà, est-ce que donc, il faut à chaque fois, chacun a des règles, des spécificités propres avec différentes catégories de coûts.
Donc, il faut prendre en compte le dernier exercice clôturé, mais on a un nouveau taux unique là qui sera proposé par période de déclaration. Il y a aussi voilà, des conditions spécifiques quand on parle de l'éligibilité pardon, de certaines primes. Et puis, voilà, vous avez aussi, dans la réalité, des ressources humaines, des gens qui sont à temps partiel, des personnes qui partent en congé, notamment, on pense au congé parental, voilà. Donc, pas mal de choses encore assez complexes, une diversité, voilà, de règles à appréhender. Et du coup, voilà, maintenant, comment est-ce que, après vous avoir expliqué pourquoi, comment est-ce qu'on peut déclarer les coûts de personnel dans Horizon Europe et Euratom, parce que la décision là, qui a été éditée par la Commission européenne spécifique concernant cette nouvelle option de coût unitaire de personnel, elle décrit, et j'ai voulu le reprendre ici, qu'en fait, on a désormais le choix dans Horizon Europe de déclarer ses coûts de personnel avec deux alternatives. Donc, la première, j'ai envie de vous dire, on reste dans ses habitudes. Non, c'est pardon, la deuxième. Donc, dans la première, voilà, on choisit pardon, la nouveauté et on va se baser sur ce coût unitaire de personnel qui sera basé sur les données historiques. On va revenir sur les modalités tout à l'heure avec mes collègues. Donc là, voilà, on part sur cette nouvelle option ou alors on va rester sur ses habitudes et c'est tout à fait possible. Et on combine du coup les coûts éligibles réels, si on en a des coûts moyens de personnel, les coûts unitaires de propriétaires de PME, enfin voilà, selon son cas de figure, mais encore faut-il savoir voilà, dans quel cas est-ce qu'on se trouve et encore appréhender ces règles. Voilà pour cette introduction et vous présenter le comment, le pourquoi et puis le comment de cette unité, nouvelle option. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Irénée qui va vous présenter par la suite les caractéristiques principales de ce coût unitaire du personnel. Merci Fanny. Est-ce que vous voyez mon écran? J'allais te dire oui, on voit ton écran, c'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Et oui, je reprends avec les caractéristiques principales de cette nouvelle méthodologie proposée par la Commission. C'est juste un résumé. Après, on verra dans les détails la méthodologie, la procédure et l'utilisation concrète. D'abord, adopter les coûts unitaires des personnels, ça veut dire utiliser un taux journalier fixé ex ante et par bénéficiaire. Donc, chaque bénéficiaire aura un taux journalier qui est défini en amont. Cet taux journalier, on pourra l'utiliser à tous les projets Horizon Europe et Euratom du bénéficiaire. Et une fois que l'option a été adoptée et donc validée par la Commission. Et cette option, qui a donc un taux journalier unique, s'applique à tous les personnels du bénéficiaire qui travaillent sur les projets. Donc, on peut l'utiliser à tous les types de personnels, à toutes les catégories de personnel, comme on verra plus tard. Et il faut souligner, juste pour rappeler, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il s'agit d'une option. Donc, c'est quelque chose qui peut être activé sur base volontaire. Le bénéficiaire peut décider s'il rester en coût réel, qui s'applique toujours par défaut, ou basculer vers l'option de coût unitaire de personnel. Et il faut savoir que si un bénéficiaire à l'intérieur d'un projet utilise les coûts unitaires des personnels, ce n'est pas nécessaire que tous les autres bénéficiaires du même projet utilisent la même option. Donc, l'option s'applique exclusivement à l'entité et ne s'étend pas aux autres bénéficiaires qui participent au même projet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est choisi au niveau de l'entité et qui s'applique, donc, pour résumer, à tous les projets Horizon Europe et Euratom pour tous les personnels qui travaillent pour les bénéficiaires. Et
quels sont les avantages du coût unitaire de personnel? D'abord, Fanny a déjà un peu donné quelques éléments plutôt positifs, mais on peut dire que, donc, outre bien sûr à la simplification en termes des calculs, soit en phase des montages qu'en phase de déclaration, on peut donc aussi aller vers une réduction d'erreurs dans les calculs des du taux journalier, parce qu'on ne devra plus les faire de manière régulière pour tous les projets, parce que comme je viens de dire, on va les faire qu'une fois exemptés et on va l'appliquer après pour tous les projets. Après, l'autre avantage, c'est qu'on connaît dès le début d'un projet les taux journaliers. Donc, ça va simplifier sur tous les montages et donc on va pouvoir avoir un budget qui est plus près des chiffres, plus près de la réalité. En phase d'audit aussi, on aura une importante simplification parce que l'audit est uniquement concentré sur les nombres de jours travaillés. Donc, pendant l'audit, les auditeurs ne contrôleront plus les calculs des taux journaliers parce que ça sera quelque chose qui est contrôlé en amont et est fixé ex ante. Et l'autre simplification concerne aussi les catégories de personnel. On n'aura plus besoin de faire des différenciations entre les différentes catégories de personnel qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entité, mais on aura un seul taux journalier et qui s'applique à toutes les catégories et on ne devra plus faire donc des calculs différenciés. Et après, l'autre avantage, qu'on va aussi y voir plus tard, c'est que cette option n'est pas définitive, dans le sens qu'une fois qu'on l'a adoptée, on peut toujours revenir au coût réel si l'option ne nous convient pas. Et on rentre un peu plus dans les détails pour voir vraiment la méthodologie des calculs de taux journalier qu'on doit faire, comme j'ai dit tout à l'heure, exempté une fois et on l'applique pour tous les projets Horizon Europe et Euratom. On a besoin de deux éléments pour calculer les taux journaliers et pour les coûts unitaires des personnels. D'abord, les coûts totaux du personnel du bénéficiaire, qui doit être divisé par les nombres total des unités de travail annuelles à l'intérieur de l'entité du bénéficiaire. Dans les slides suivantes, vous trouverez toujours l'acronyme AWU, ça veut dire Annual Work Unit. On utilise en fait l'acronyme de la commission Unité de travail annuel parce que donc c'est plus facile à traiter lors de la présentation. Il faut donc savoir qu'il s'agit des unités de travail annuelles. Donc, ces deux éléments, les coûts totaux du personnel du bénéficiaire à diviser par le nombre total des unités de travail annuelles. Il s'agit des données qui sont des données historiques du bénéficiaire relatives donc à l'année et aux dernières années clôturées au sein de l'entité. Et la chiffre qu'on va obtenir après cette calcul devra être divisé par 215, parce que 215, on sait très bien qu'il y a les temps productifs qui est fixé par la commission, donc le nombre de jours ouvrables à l'intérieur d'une année qui est déjà préfixé par la commission. Et sur la base donc, de cette formule, on pourra obtenir les taux journaliers, c'est coût unitaire qu'on pourra appliquer à toutes les catégories de personnel. Je vais juste faire une petite focus sur cette notion de Annual Work Unit, donc de unité et de travail annuel. La définition des Annual Work Unit on la retrouve à l'intérieur d'une recommandation de la Commission européenne. Vous trouverez donc les liens à la fin des slides. Et cette définition prévoit que on considère comme Annual Work Unit le nombre de personnes qui ont travaillé dans l'entité ou pour les comptes de l'entité à temps plein pendant toute l'année considérée. Donc, si l'année considérée, par exemple, l'année 2023, on doit prendre tous les personnels qui ont travaillé pour l'entité ou dans l'entité au cours de cette année.
à temps plein, à temps partiel, ou exclusivement pour une période. Il faut savoir donc que pour les personnels qui ont travaillé donc à temps partiel ou seulement pour une partie de l'année, comme par exemple des personnels les saisonniers ou quelqu'un qui a travaillé avec un CDD juste pour 4 ou 5 mois, on doit les considérer comme des fractions des annual work units. Donc, il ne s'agit pas des personnes qui ont travaillé à 100%, mais quelqu'un qui a travaillé pour une fraction, une partie de l'année. Et donc, vous trouverez ici 2 exemples. Par exemple, une personne qui travaille à temps partiel à 80%. Et donc, ça veut dire que cette personne sera considérée comme un 0,80 annual work unit. Même chose pour une personne qui a travaillé exclusivement pour 6 mois de l'année, elle sera considérée comme 0,5 annual work unit. Et donc, voici donc une petite explication sur comment calculer le annual work unit selon la définition de la commission. Et qu'est-ce qu'on peut inclure à l'intérieur de cette catégorie et à qui on doit appliquer en fait cet taux journalier. Et on a vu que on doit considérer comme personnel pour calculer les annual work units tous les personnels qui ont travaillé pour l'entité, soit un CDI, soit un CDD, ou qui donc a travaillé avec un contrat de prestation, par exemple. Tout ça est à prendre en compte dans les calculs, soit au coût totaux du bénéficiaire que par rapport au nombre d'unités de travail annuelles. Et donc, pour calculer les coûts unitaires de personnel. Après, une fois qu'on a obtenu les coûts unitaires de personnel, ces coûts unitaires seront à appliquer à toutes les catégories de personnel qui normalement on utilise à l'intérieur d'un projet. Ça veut dire la catégorie A1, employé, la catégorie A2, personnes physiques ayant un lien direct avec les bénéficiaires, la catégorie A3, les personnels qui est fourni par une tierce partie contre rémunération, donc les personnels mis à disposition contre rémunération, ou la catégorie A4, qui est les propriétaires des PME qui ne reçoivent pas un salaire, ou la personne physique qui participe en tant que bénéficiaire. Donc, les taux journaliers en coût unitaire, on doit l'appliquer pour toutes les 4 catégories qui sont donc prévues comme équipe, comme membre de l'équipe potentielle qui peut participer au projet. Donc, on aura plus de différenciation à faire. C'est un coût unitaire qui s'applique de manière générale à tous les personnels. Et il faut savoir que les calculs, une fois qu'on l'a fait, on va les faire. Ma collègue Cécile va vous expliquer d'ici un peu comment pratiquement faire ces calculs. Mais il faut savoir en tout cas que les coûts unitaires, une fois calculés, une fois déterminés, doivent être validés et par via un certificat d'audit qui est donc fait de manière autonome de la part de l'entité, du bénéficiaire qui choisit donc son auditeur pour valider son calcul. Et l'auditeur doit juste valider les 2 chiffres qu'on a utilisés à l'intérieur de la formule. Ça veut dire les dépenses totales de personnel et le nombre de annual work units à utiliser et employés par les personnels de l'année en considération. Donc, ça, c'est important de le savoir parce que donc, les coûts unitaires doivent être donc validés, exemptés via ce certificat d'audit. Le certificat d'audit est déjà à disposition, la commission l'a déjà mis en ligne et on pourra donc déjà l'utiliser pour ceux qui décident de s'élancer dans cette nouvelle option. Et l'autre chose à savoir pour cette validation exemptée, c'est qu'il y a quand même un plafond qui s'applique pour éviter que les résultats de la formule, donc les taux journaliers, ne soient pas représentatifs ou qui sera peut-être trop élevé et donc pas vraiment
en lien avec la réalité et des chiffres à l'intérieur de l'entité. Et ces plafonds se calculent sur la base d'une formule qui est fixée de manière générale par la Commission. Et on va voir plus spécifiquement, en fait, cette formule prévoit un montant de 9 618 € à multiplier par les coefficients de correction spécifiques au pays, qui est un coefficient qui est établi pour les actions Marie Skłodowska-Curie. Et tout ça est divisé par 18 jours, qui est le nombre de jours prévus pour chaque mois. Excusez-moi. Et les coefficients de correction français s'élèvent à 118,1%. Et donc, on a fait les calculs pour voir qu'est-ce que ça va donner pour la France. Et en fait, les plafonds français, en appliquant ces coefficients de correction, 631,04 €. Et donc, ça, c'est les plafonds à appliquer pour la France. Donc, les plafonds qu'il ne faut pas dépasser pour avoir un taux journalier et valable et représentatif dans notre entité. Et j'ai terminé avec cette partie. Je passe la parole à Cécile pour continuer avec la certification et l'audit. Je vais vous en dire un petit peu plus, comme l'a annoncé Irénée, à la fois sur le certificat d'audit qui doit être fourni pour valider le coût unitaire, mais également sur la procédure qu'il convient d'effectuer sur le portail du participant pour que la commission intègre ce coût journalier dans le process du participant. Le certificat d'audit, comme Irénée l'a dit, fait partie de la validation ex ante du coût unitaire. Et le certificat d'audit spécifique, qui est vraiment spécifique à ce coût unitaire, qui est très différent du certificat d'audit qui doit être fourni au moment du rapport financier final, devra être fourni par le bénéficiaire pendant la phase de contractualisation des projets. Alors, pour être plus précis, c'est à partir du moment où le bénéficiaire ou l'entité aura manifesté son intérêt à vouloir utiliser le coût unitaire de personnel, c'est au moment de la contractualisation du premier projet que le certificat d'audit doit être fourni, et il est fourni une fois pour toutes. Il doit être soumis par le LIR et exclusivement par le LIR, par le biais d'une tâche spécifique dédiée sur le portail du participant et au travers de l'interface du LIR exclusivement également. Comme cela a déjà été dit, il doit être fourni par le LIR et établi par un auditeur, suivant le modèle qui est proposé par la commission. Et quand on parle d'auditeur, on parle d'auditeurs externes qualifiés, agréés. Et pour les organismes publics, l'auditeur peut être un agent public indépendant compétent. Donc, pour les organismes publics, ça sera en général les agents comptables qui seront en capacité de fournir ce certificat d'audit. Et le certificat d'audit sera établi sur la base des données historiques du bénéficiaire, comme Irénée l'a déjà dit. Les données historiques concernent les coûts de personnel. Donc, c'est les coûts de personnel de l'entité sur la base de la dernière année financière totalement clôturée, et également les unités de travail telles qu'elles ont été définies par Irénée et sur la base des recommandations qui sont fournies par la Commission européenne. Après validation,
Après validation du taux journalier, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que, il a été validé, il doit être utilisé par le bénéficiaire dans toutes les propositions Horizon Europe et Euratom qui sont soumises après la date d'approbation. Et il peut être utilisé dans les propositions déjà soumises, si elles sont attribuées après la date d'approbation du coût unitaire et si le consortium et l'autorité d'octroi s'accordent sur le budget adapté, puisque bien évidemment, utiliser le coût unitaire va revenir à modifier le budget du bénéficiaire s'il avait construit son budget selon ses pratiques habituelles sur la base de coûts estimés. En revanche, les subventions qui ont déjà été accordées et qui sont déjà en cours, qui sont signées, ne pourront pas être modifiées pour introduire le coût unitaire. Ce que la commission nous a dit et nous a répété, c'est qu'on ne modifie pas les règles du jeu au milieu du jeu. Maintenant, comment activer l'option? Alors, la commission propose aux bénéficiaires qui le souhaitent un petit outil magique, un wizard, c'est un guide virtuel sur le portail du participant qui va permettre aux bénéficiaires, avant de se lancer dans la modification de la manière de déclarer les coûts, un outil qui va permettre d'évaluer si cela est opportun ou pas, intéressant ou pas. Et donc, le wizard est disponible sur le portail du participant. Il vous permet de faire une simulation, en quelque sorte, de votre coût unitaire sans aucun engagement. C'est totalement anonyme et c'est sans aucun engagement de la part des bénéficiaires. Donc, ce wizard est disponible sur le portail du participant. Il est très simple d'utilisation puisque, comme vous pouvez le voir sur la slide qui s'affiche, il y a 3 données à rentrer. Le pays dans lequel est située l'organisation, le coût total, les coûts totaux salariaux pour la dernière année financière clôturée et le total des full-time equivalents, donc calculés sur la base des unités annuelles travaillées. Et ce wizard vous permet d'avoir une évaluation du coût unitaire qui potentiellement pourrait s'appliquer à votre entité. Sur la page d'accueil des coûts unitaires que la commission met à disposition, il y a également la possibilité de faire part de son opinion sur les coûts unitaires du personnel et les entités peuvent faire un retour à la commission sur ce sujet-là, qui est très preneuse des retours que les bénéficiaires pourraient faire. Donc, une fois que vous aurez fait ce travail-là au travers du wizard ou pas, parce que finalement, la formule de calcul, vous pouvez également l'appliquer sans utiliser le wizard. Vous pouvez la faire au sein de votre entité. La formule de calcul que Irénée a présentée tout à l'heure est assez simple et finalement, elle peut être faite également indépendamment du wizard. Le wizard est là pour aider les bénéficiaires. Et une fois que le bénéficiaire a évalué l'opportunité ou pas d'utiliser le coût unitaire de personnel, à ce moment-là, ce qu'il doit faire, c'est effectuer la demande. Et pour effectuer la demande, il y a 2 étapes. La première étape étant la manifestation d'intérêt, la deuxième étape étant la validation après demande formelle. Pour ce qui est de la manifestation d'intérêt, la commission propose 2 scénarios. Le premier scénario se passe au niveau du LIR exclusivement et le LIR exprime son intérêt
pour utiliser le coût unitaire du personnel au travers du registre des participants. Et il peut le faire à tout moment. Le deuxième scénario, lui, se passe pendant la phase de contractualisation d'un projet et la manifestation d'intérêt peut être faite soit par le participant contact ou par le F-sign, c'est-à-dire la personne qui est habilitée à signer les rapports financiers. Mais dans tous les cas, ça ne pourra être fait qu'au moment de la phase de préparation d'un, la phase de préparation d'un contrat, d'une convention de subvention. Et la demande formelle, elle, ne peut être finalisée qu'au travers du LIR par la soumission du certificat d'audit. Et une fois que la demande formelle est faite, la validation sera faite par la REA, donc l'agence exécutive, sur la base du certificat d'audit qui aura été fourni. Si la manifestation d'intérêt est faite au niveau du contact participant ou au niveau du F-sign, le LIR recevra une notification sur sa propre interface pour qu'il soit bien évidemment au courant que le F-sign ou le participant contact a manifesté l'intérêt de passer en coût unitaire de personnel. Comment ça se présente sur le portail du participant? Là, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface du LIR et la commission a introduit un onglet spécifique qui s'appelle Special Cost Methods pour que le LIR puisse manifester son intérêt sur son interface qui lui est propre. Donc pour ceux qui n'ont pas accès à l'interface LIR, voilà la manière dont ça se présente. Et le LIR donc peut choisir sa propre méthodologie de calcul des coûts. Et il suffira pour manifester son intérêt, il suffira qu'il clique sur la petite case bleue qui s'appelle Start to use Personal Unit Cost. Donc là, on est au stade de la manifestation d'intérêt exclusivement. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on va sur la demande formelle? C'est à ce niveau-là que le bénéficiaire et donc le LIR, je le rappelle, c'est très important parce que c'est vraiment une tâche du LIR pour la demande formelle. Le LIR devra introduire les unités annuelles travaillées. Et il devra également introduire les total staff costs, donc c'est-à-dire les coûts totaux de personnel du bénéficiaire. Et il devra également ajouter à cette étape-là le certificat d'audit qui aura été fourni par son auditeur. Ça, c'est une procédure qui est assez classique. Il devra déposer le certificat d'audit et une fois qu'il aura déposé le certificat d'audit et qu'il aura rempli à la fois le nombre d'unités et les coûts totaux de personnel, il lui suffira de demander au portail du participant de calculer le coût unitaire. En prenant en compte, donc il faudra malgré tout, à cette étape-là, qu'il regarde si les résultats du calcul qu'il effectue sont concernés par le plafonnement qui a été explicité par ma collègue Irénée, parce que si le résultat du calcul est supérieur au plafond, il devra appliquer le plafond.
J'en ai terminé avec, ma présentation sur, la manière de procéder sur le portail du participant et je vais rendre la main à, Irénée. Est-ce que la présentation est partagée? Oui, c'est bon. OK, merci. Et donc, il faut savoir qu'une fois qu'on a adopté l'option des coûts unitaires, elle est valable, elle reste valable pour minimum 2 ans et maximum, ça peut être valable jusqu'au 31 décembre 2027, qui est la fin du programme. La fin du programme Horizon Europe, parce que il s'agit en fait d'un pilote que la Commission a lancé avec Horizon Europe, qui va durer jusqu'à la fin du programme Horizon Europe. Donc, on a dit c'est valable minimum pour 2 ans parce que les bénéficiaires, l'entité, a la possibilité de les mettre à jour tous les 2 ans. Et parce qu'en fait, les chiffres à l'intérieur de l'entité peuvent changer, peuvent évoluer, les nombres d'annual work unit, comme les coûts totaux de personnel. Et donc, la commission donne la possibilité, après 2 ans, de refaire les calculs, donc refaire la procédure que Cécile vient d'expliquer pour mettre à jour notre coût unitaire. À savoir que même ici, quand on fait la mise à jour, on ne peut pas modifier les coûts unitaires pour les conventions des subventions déjà en cours. Donc, les projets en cours ne seront pas touchés par cette mise à jour, qui donc s'appliquera exclusivement pour les projets à venir, selon la règle qu'on a vue tout à l'heure aussi au moment de l'adoption de l'option. Autre chose importante qu'on a déjà un peu mentionné au début, c'est que l'entité a la possibilité de revenir au coût réel si, par exemple, l'option de coût unitaire ne lui convient pas, parce que, par exemple, il retient qu'il n'a pas de simplification en interne ou qu'il n'y a pas vraiment un alignement avec, en termes de chiffres, en termes économiques. Donc, pour n'importe quelle raison, un bénéficiaire qui a adopté l'option coût unitaire peut retourner au coût réel et ce retour au coût réel s'appliquera exclusivement aux futurs projets, donc aux futures subventions. Les subventions qui sont déjà en cours, bien évidemment, ne seront pas concernées par ce changement parce qu'on a déjà démarré les projets avec l'option en coût unitaire et on va terminer les projets avec la même option. Parce que, comme disait Cécile, on ne change pas les règles du jeu au milieu du jeu. Et l'autre élément qui est important à souligner, c'est que une fois que le bénéficiaire est retourné au coût réel, il ne peut pas, pour une deuxième fois, décider d'adopter à nouveau les coûts unitaires des personnels. Donc, en fait, les coûts unitaires personnels est possible de l'utiliser et de l'adopter qu'une fois seulement. Donc, si après on décide de revenir au coût réel, on ne peut plus repasser à nouveau au coût unitaire. Donc, les droits d'option existent, mais qu'une fois. Et il faut aussi savoir que, outre au cas où sur base volontaire, l'entité, les bénéficiaires décident de revenir au coût réel, il y a aussi la possibilité que ce soit la commission elle-même qui décide de faire, de supprimer et de faire un retrait du coût unitaire pour les bénéficiaires en question. Et ça peut arriver dans 2 cas. Les premiers cas, c'est si les données qui sont fournies par l'entité sont incorrectes ou il y a une fausse déclaration, ou il y a une dissimulation des données. Et donc, dans cette hypothèse-là, les services de la commission peuvent décider de retirer l'option des coûts unitaires pour ces bénéficiaires-là, soit pour les subventions en cours,
bien sûr pour les subventions futures, mais aussi pour les subventions pour les projets qui sont déjà clôturés, mais qui peuvent encore faire l'objet d'un audit. Parce qu'en fait, il y a un élément qui est incorrect, qui peut être aussi plus ou moins grave en cas de fausse déclaration, par exemple. C'est pour ça que cette retrait va agir aussi de manière rétroactive. Et l'autre cas de retrait, toujours de la part de la Commission, peut arriver si lors d'un audit ou d'un contrôle, il est mis en avance que les coûts réels du bénéficiaire sont régulièrement et sensiblement inférieurs au coût unitaire qui est adopté par l'entité. Et donc, dans ces cas-là, la commission peut décider de retirer les coûts unitaires parce qu'en fait, elle constate qu'il y a un profit de la part du bénéficiaire parce que donc il a des coûts qui sont inférieurs, des coûts réels qui sont inférieurs par rapport au coût unitaire adopté par l'entité. Mais dans ces cas-là, les retraits de coûts unitaires s'appliquent exclusivement pour les futures subventions. Donc, ce n'est pas un retrait qui est rétroactif comme dans les premiers cas. Donc, j'ai terminé. Je passe la parole à ma collègue Lucie pour vous montrer comment utiliser les coûts unitaires du personnel dans le cadre des projets. Merci Irénée. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux continuer ton partage, Irénée? C'est possible pour toi? Bien sûr. S'il te plaît, oui, c'est aussi simple comme il n'y a que quelques diapos. Merci, si ça ne te dérange pas. Merci. Alors, comment utiliser le coût unitaire de personnel une fois celui-ci validé? Vous avez passé toutes les étapes présentées notamment par Cécile. Vous avez votre coût unitaire validé et vous allez avoir à l'utiliser dans tous vos projets. Je vais distinguer deux étapes, l'étape montage et ensuite l'étape reporting. Pour le montage, je vais scinder aussi en deux choses. Il y a les montages des budgets pour les projets en coût réel et il y a les montages des budgets pour les projets en somme forfaitaire ou lump sum. Si je m'intéresse d'abord, les principes sont globalement les mêmes, mais il y a des petites nuances que je vais vous préciser. Donc, une fois validé, votre coût unitaire doit être utilisé dans toutes les propositions, dans tous les budgets des propositions que vous soumettez. Ça, c'est pour la phase montage. Dans le cadre des projets en coût réel, vous avez, j'ai repris ici un tableau que nous avons présenté par ailleurs auparavant dans le cadre de webinaires dédiés au montage de projets ou dédiés au coût de personnel, que vous pourrez retrouver en ligne sur notre site. Mais voilà, on part d'un coût mensuel brut qu'on multiplie par un nombre de personnes mois. Et ceci, dans le cadre habituel, selon les types de personnel. À partir du moment où vous avez votre coût unitaire de personnel validé, identifié, vous allez devoir ce taux journalier le transcrire en coût mensuel, finalement, en taux mensuel. Donc, dans ce cas-là, vous prenez votre taux journalier PUC, vous le multipliez par 215 et vous le divisez par 12 afin d'obtenir un coût mensuel. Donc, finalement, si on part de l'exemple français, vous avez ici l'exemple en rouge dans la colonne coût mensuel brut chargé, 631 €, c'est le plafond qui vous a été présenté tout à l'heure par mes collègues. 631 que vous multipliez par 215 et que vous divisez par 12. Donc, ça vous fait une multiplication par 18 qui correspond au nombre de jours par mois. Voilà. Ça vous donne un coût mensuel brut chargé de 11 305 €. Vous multipliez ce coût, finalement ce coût mensuel PUC en quelque sorte, par le nombre de personnes mois de chaque agent qui va être impliqué dans le projet. Et ceci indépendamment du fait que vous avez un chercheur, un technicien, un postdoc qui en réalité n'ont pas le même coût mensuel. Néanmoins, sur la base du PUC, c'est une simplification. On prend un montant identique, similaire pour toutes les catégories de personnel. Et vous arrivez donc à un coût total en faisant la multiplication par le nombre de personnes mois
global même sur tout le projet, qui est envisagé sur tout le projet. Voici pour les projets en coût réel. Si je m'intéresse maintenant aux projets financés en lump sum, par somme forfaitaire, vous prenez également votre taux journalier PUC, qui doit aussi être multiplié par 215 et divisé par 12 afin d'obtenir votre coût mensuel. C'est le même principe au final, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même principe que vous allez indiquer dans le budget, la matrice budgétaire dédiée au lump sum, dans la catégorie cost per item. Donc, il est bien spécifié dans cette matrice, donc une matrice spécifique à utiliser pour les lump sum, hein, une matrice que vous retrouvez en ligne aussi. Dans les indications, dans l'onglet indications, au tout début de la matrice, dans le premier onglet, il vous explique bien que dans le cadre des coûts de personnel, vous devez indiquer un coût mensuel chargé dans la colonne cost per item, et dans la colonne item, vous indiquez le nombre de personnes mois. Et donc, c'est ici ce que vous faites également, c'est-à-dire que vous avez votre taux journalier que vous devez transformer en taux mensuel, normal, taux mensuel PUC, voilà, que vous indiquez dans la colonne cost per item. Et ensuite, dans la colonne item, vous avez le nombre de personnes mois. Et la multiplication s'opère automatiquement selon la matrice. Voilà. Donc, ça, je vous ai parlé là de ce qui concerne le montage. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous avez un PUC validé et que vous devez faire des déclarations financières dans le cadre d'un reporting financier? Donc, je précise, hein, mais vous le savez, les rapports financiers ne vont concerner que les projets en coût réel et pas les projets financés en lump sum. Pour les projets en coût réel, la déclaration des coûts de personnel, le calcul des coûts de personnel se fait de la manière suivante. Coût de personnel égale taux journalier multiplié par le nombre d'équivalents jours travaillés sur le projet. Je vous renvoie à cette formule, hein, fait référence, a été reprise du webinaire que nous avons dédié au coût de personnel sous Horizon Europe. Vous avez le lien en bas de la diapositive et spécifiquement les diapos de 31 à 44 qui vous présentent toute cette formule de calcul et les différentes étapes à suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans cette idée de simplification, la Commission européenne vous a enlevé l'étape de calcul du taux journalier. En revanche, toutes les autres étapes, et notamment la dernière étape d'identification, de détermination du nombre d'équivalents jours travaillés sur le projet, restent valables. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un PUC validé que ça vous enlève l'obligation d'avoir un outil de suivi du temps, un enregistrement du temps comme il se doit, pour pouvoir déterminer le nombre d'équivalents jours, le nombre de jours passés à travailler sur le projet. Donc, effectivement, vous prenez pour calculer, identifier vos coûts de personnel, vous prenez votre taux journalier PUC, tel qu'il a été validé, que vous multipliez par ce nombre d'équivalents jours travaillés sur le projet. Donc, ce nombre d'équivalents jours, pour rappel, il correspond à la somme des jours travaillés sur le projet. Ces jours sont enregistrés par déclaration mensuelle ou via un outil de suivi du temps spécifique aux bénéficiaires. S'il y a un enregistrement du temps ou un suivi du temps en heures, vous devez convertir ces heures en jours. Et enfin, ce nombre doit être arrondi à la demi-journée supérieure ou inférieure. Je ne donne pas plus de détails que ça. Tout est mentionné sur cette troisième et dernière étape pour calculer les coûts de personnel dans notre webinaire, dans notre diaporama que nous avons utilisé dans le cadre du webinaire dédié aux coûts de personnel sous Horizon Europe. Voilà, j'en ai fini pour ces aspects de montage et de reporting financier sur la base du PUC. Nous allons maintenant avoir une session de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions déjà posées sur Slido. N'hésitez pas à les poser et à voter pour les questions qui vous intéressent. Laissez-moi partager le Slido et je vais appeler mes collègues qui vont m'aider à répondre à toutes les questions. N'est-ce pas? Alors, est-ce que ça marche? Les collègues, vous me dites. Je mets en plein écran. Oui, très bien, je vois déjà. C'est bon? Super. Alors, première question. Une entité affiliée, affiliated entity, peut-elle faire son choix, coût unitaire versus coût réel? Zut, elle est en dessous, OK. Ou doit-elle prendre le même choix que le bénéficiaire auquel elle est liée?
Alors, pardon, bon, je vais Lucie, on ne voit oui. pas ce que tu as sélectionné, Ah non, mais effectivement, je la sélectionne. Pardon, c'est pardon, oui, non, je attends, préfère te dire parce surbrillance. que Oui, tu as raison. Alors, c'est pas visuellement, celle-là. Elle est, c'est mieux pour ouais, tout le monde. ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pris celle-là. C'était la première qui apparaissait, même si c'est la suivante a pris davantage de votes, mais c'est pas grave, on va y venir juste après. Donc, la question, c'est de savoir si le choix de l'entité affiliée doit être similaire à celui de l'entité bénéficiaire auquel elle est liée, à laquelle elle est liée, pardon. La réponse est non. Le choix se fait par entité, via le LIR, comme il vous a été expliqué. Donc, une entité affiliée peut tout à fait avoir un mode de calcul de déclaration des coûts de personnel différent de son entité bénéficiaire, de l'entité bénéficiaire à laquelle elle est rattachée. Je ne sais pas si les collègues veulent compléter, surtout n'hésitez pas. Non, c'est bien ce que tu as dit, Lucie. Effectivement, une entité affiliée, la plupart du temps, c'est à considérer comme un bénéficiaire, hein, ça l'est pas, mais il y a beaucoup de conditions des règles de participation qui font qu'en fait, voilà, elles ont la même chose et tu l'as dit, de toute manière, c'est chaque entité, donc c'est une entité séparée, voilà. Très bien, je la coche comme répondu. Voilà. La suivante, quels sont les personnels à prendre en compte dans le calcul du taux unitaire? La totalité des personnels de l'établissement ou seulement les personnels avec des activités recherche dans l'établissement? Du coup, c'est la première option. Ouais, pardon, Oui, tu oui. voulais... Vas-y, Irénée, réponds comme Vas-y, ça. Irénée. Non, bon, c'était pas forcément moi, si vous voulez répondre, il n'y a pas de souci. Oui, c'est comme disait Fanny, c'est la première option, c'est la totalité des personnels. Ça veut dire on ne doit pas exclusivement prendre en compte le personnel de recherche qui potentiellement travaillera sur les projets, mais tout le monde qui a travaillé dans l'entité ou pour le compte de l'entité dans l'année de référence. Donc, c'est ça la notion de annual work unit. Merci, Irénée. Question suivante. Dans quelle durée est approuvé le taux journalier après soumission du LIR? Faut-il le prévoir longtemps avant un montage de projet? C'est une bonne question. Je vous avoue moi-même ne pas trop avoir la réponse. Alors, Je je sais pas pense si les collègues l'ont. on manque peut-être de recul pour vous donner effectivement le délai d'approbation de la Commission européenne, hein, parce que c'est vraiment tout nouveau, donc là on découvre. C'est vrai que la CE, je crois pas, hein, les collègues, elle nous a donné une information sur le sujet. Mais voilà, donc une question qui reste sans réponse et qu'on peut se noter sur le délai d'approbation. Il y a quelque chose, par contre, qu'on peut dire, c'est que quand on a présenté, alors je ne sais plus, j'hésite si c'était Cécile, mais vous savez, ce schéma qu'on vous a présenté pour vous expliquer les phases et comment ça se déroule, l'acceptation, en fait, vous pouvez le faire bien en amont, mais il n'y a que vraiment quand vous avez un projet qui va rentrer en phase de contractualisation que ça va devenir concret. Ces choses-là, sinon ça reste une demande virtuelle qui n'est pas validée en quelque sorte. J'espère que c'est clair, sinon les collègues, vous pouvez compléter. Peut-être pour redire le process, vous pouvez manifester votre intérêt à tout moment. Donc vous pouvez, rien ne vous empêche de manifester votre intérêt dès lors que vous vous sentez prêt à aller vers cette option. Et effectivement, elle ne deviendra effective et le process ne sera véritablement lancé que lorsque les projets passeront. Le premier projet, en fait, c'est au moment de la contractualisation du premier projet. Donc, dès que vous avez un projet qui passe en phase de contractualisation et que vous aviez manifesté votre intérêt, à ce moment-là, vous pourrez aller jusqu'au bout du processus pour la validation du coût. Merci à toutes les deux. Donc, on se garde quand même cette question pour vous faire un retour ultérieurement. On la garde sous le coude. Exactement. Question, Annual Working Unit, à vous, égale ETP. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les collègues. Moi, je trouve qu'effectivement, ça correspond plutôt à ça. Ça se rapproche, ouais. Ça se rapproche de ça. C'est Irénée qui a étudié ça plus en détail. On en a discuté, du coup, tu pourras me compléter ce que je dis, Irénée. Ça se rapproche effectivement en termes de compréhension, mais attention, parce que le diable se cache dans les détails et que
il faut être capable, et tu l'as bien expliqué, René, avec tes exemples, voilà, aussi de faire des fractions, ce qui se fait aussi avec les ETP. Donc, on peut effectivement dire que c'est à peu près équivalent, mais il faut vraiment bien regarder, avoir en tête la définition qu'elle vous a expliquée dans la diapositive correspondante et qui se base en fait sur un guide, un guide pour les PME. Vous savez, le guide qui définit qu'est-ce qu'une est une PME en fait au sens européen. Je ne sais pas si tu veux compléter, Irénée. Non, rien de plus à ajouter. Effectivement, on a réfléchi à la définition. Je sais pas, la commission n'utilise pas la notion de full-time equivalent. Donc, c'est pour ça qu'on préfère rester attaché à la définition annual work unit parce que c'est quand même bien encadré, comme Fanny le disait, dans la recommandation de la commission. Et donc, sûrement, c'est plus précis. Alors, si je peux rajouter un tout petit détail, malgré tout, la commission utilise la notion de full-time equivalent dans le Wizard. Donc, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils ne parlent pas de annual work unit, mais dans le Wizard, ils parlent bien de total annual full-time equivalent. Donc, on pourrait considérer qu'on est sur des notions qui sont équivalentes. Ah, j'avais pas noté ce détail. Merci, Cécile. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu du coup utiliser le full-time equivalent dans leur définition. Voilà. Ouais. Mystère. Merci. Question suivante. Choisir cette option contraint un audit préalable obligatoire, même si la subvention reçue est inférieure à 430 000 € et ne nécessite pas de CFS de base. Attention, vous confondez deux choses. Je commence, les collègues, vous compléterez, hein, mais voilà. Il y a effectivement la contrainte dans les projets financés en coût réel de fournir un certificat d'audit, un certificat sur les états financiers dans le cas où la subvention reçue est supérieure à 430 000 €, et ce pour n'importe quel bénéficiaire d'un projet donné. Ça, c'est à fournir souvent à la fin du projet, etc. Enfin, c'est quelque chose de très spécifique. Dans le cas où la déclaration que vous faites à la Commission européenne au titre du remboursement, la demande de subvention que vous faites est supérieure à 430 000 €, coût indirect compris. Ce dont on vous parle aujourd'hui, ça s'appelle aussi certificat d'audit, mais c'est différent. C'est un certificat d'audit pour obtenir la validation de votre PUC, donc votre taux journalier, unique. Donc c'est différent. Il ne s'agit pas du même CFS et ça n'a rien à voir. Vous pouvez non seulement le CFS dont je vous parlais avec le seuil de 430 000 €, ça va être sur un projet donné pour un bénéficiaire. Le coût unitaire de personnel tel qu'on vous l'a présenté, on vous l'a dit déjà, c'est une validation, une demande qui se fait au niveau de l'entité et une validation qui se fait au niveau de l'entité et non pas uniquement d'un seul projet. Donc, c'est global. Et c'est un prérequis, ce certificat d'audit qui va venir accompagner votre demande de validation de votre coût unitaire de personnel auprès de la Commission européenne, est un prérequis. C'est une obligation. Je ne sais pas si c'est clair. Les collègues, c'est clair pour vous? Bon, oui, ok, oui, c'est clair. Alors, je m'arrête là. Hop. Question suivante. J'oublie à chaque fois de les mettre en surveillance. Pour une université, est-ce que l'agent comptable de cette même université, cet agent comptable qui peut être auditeur pour le certificat? Oui, de la même manière que pour le certificat sur les états financiers dont on vient de parler juste à l'instant, peut être par exception fourni par un agent comptable dans une entité publique parce qu'on estime qu'il y a une indépendance suffisante du comptable par rapport à l'ordonnateur, donc aux services qui établissent les dépenses. Voilà, là, c'est effectivement également possible que ce soit cet agent comptable qui établisse ce certificat ex ante qui est spécifique au coût unitaire de personnel. On est vraiment sur la même règle de base et la même exception de base du coup concernant les entités publiques. Merci Fanny.
Ensuite, on nous demande, puisque le taux est fixé sur la dernière année clôturée, quid de l'inflation pendant les 3 ou 4 années du projet? Peut-on revoir le taux tous les ans? Donc, je crois que ça vous a été dit. Hein. Vas-y, Ouais. vas-y. Oui, non, en fait, oui, j'avais présenté je ne sais pas si ça a été posé avant la présentation de la slide, peut-être, mais donc la réponse est non, on ne peut pas le faire tous les ans. C'est minimum tous les 2 ans, en fait. C'est ça la limite qui est imposée, et donc on ne peut pas les revoir tous les ans. Et j'en profite parce que j'ai vu un commentaire dans le chat. Attention, c'est une possibilité de le faire tous les 2 ans, mais ce n'est pas une obligation. Ouais. Faites attention à ça, parce que j'ai vu, il doit être renouvelé tous les 2 ans. Non, ce n'est pas une obligation de le renouveler tous les 2 ans. C'est une possibilité que vous devez étudier, effectivement, si vous avez des coûts qui ont évolué et que du coup, ça va dans votre sens. Et dans tous les cas, le nouveau taux ne s'appliquera qu'au nouveau projet. On ne modifiera pas le taux sur les projets en cours. Tout à fait, comme tu le disais, voilà, pour reprendre la citation de Anne-Lyne, on ne change pas les règles du jeu en cours. Les joueurs sont déjà sur le terrain. Et donc, ça reste fixe pendant les 3 à 4 années du projet. Oui, sauf si vous décidez de demander une modification au bout de 2 ans, comme c'est permis. Question suivante. Oui. C'est bon? Pardon. Oui, pardon. Non. Les coûts totaux de personnel englobent l'ensemble des salariés de la structure bénéficiaire. Idem pour le nombre d'unités, c'est compliqué dans une université. On a déjà un peu répondu à cette question, donc oui, la réponse est oui, c'est tous les salariés, mais pas que les salariés en fait. On avait dit même d'autres types de contrats, des gens qui travaillent pour l'entité. C'est ça. Donc, Bien sûr, si la structure est grande, ça peut être compliqué, mais quand même, on doit aussi penser qu'on ne doit pas les refaire chaque mois, une fois, et après, éventuellement après 2 ans. Donc, et ça évite de faire tous les calculs au fur et à mesure pour chaque projet. Donc, il faut penser un peu aux avantages aussi de la chose. Merci. Les primes peuvent-elles s'inclure dans le calcul des coûts unitaires? De la même manière que... Oui, c'est ça. Ça, revoyez nos classiques, vos classiques, j'avais envie de vous dire. On en parle dans le webinaire sur les coûts de personnel. Voilà, si les primes, a priori, sont éligibles selon les critères d'Horizon Europe, ça fait partie de la rémunération de base et vous pouvez du coup l'inclure, oui. Merci. Là, j'ai l'impression que c'est plus un commentaire qu'une question. Cette nouvelle option semble très pratique pour les petites structures, mais beaucoup moins pour les très grandes structures, pour lesquelles il semble compliqué de recenser tous les salariés ayant travaillé sur une année, le nombre d'heures pour la WU, là, ou les ETP, et les coûts totaux employeurs. Alors là-dessus, je vous avoue, on en a débattu au sein du PCN. On voulait l'afficher comme ça dans l'introduction au départ, et en fait, on a choisi de ne pas le faire. Parce que oui, a priori, effectivement, c'est une option qui peut paraître plus adéquate et plus tournée vers des PME, des primo-accédants. Mais en fait, vraiment, c'est ouvert à tous. Il faut que chacun voit midi à sa porte à ce sujet. Parce que de toute façon, il y a des bilans. Après, ça dépend effectivement de ce qui est fait au niveau RH et sur lequel il va falloir se baser. Si vous avez des bilans assez solides dans votre entité et au niveau RH, vous pouvez vous appuyer dessus et que ça vous paraît aussi être une bonne option parce que voilà, la moyenne du coup est assez favorable et ne va pas baisser ce délit règle que vous allez établir pour votre entité. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Donc, vous ne voulez pas non plus trop enfermer cette nouvelle option en vous disant, voilà, c'est que pour les petits non plus. Mais voilà, il faut voir après, il faut tester. Et on l'a dit, voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez faire un test même avec ce fameux petit cadre magique qu'a présenté Cécile. Merci Fanny. Si le parti
partenaire participe à des projets Horizon Europe financés en lump sum, j'imagine que le taux mensuel utilisé devra être le même que les projets qui ont pris l'option en coût unitaire de personnel. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué à la fin de la présentation. Tout à fait. À partir du moment où vous avez un taux journalier validé par la commission, effectivement, pour les projets en lump sum, c'est un taux mensuel qui est demandé, c'est un coût chargé mensuel. Vous allez vous allez faire le calcul pour rapporter votre taux journalier PUC, coût de personnel, coût unitaire de personnel en coût mensuel, mais qui sera un coût mensuel également correspondant à la validation que vous avez eue de la commission. Et c'est ce montant-là qui est à utiliser pour tous les projets que vous allez monter à partir du moment où ce taux est validé. Donc, que ça soit des projets lump sum ou des projets en coût réel. La réponse est bien oui. Hop, question suivante. Pour le calcul du coût unitaire, doit-on prendre en compte les stagiaires, apprentis, job d'été? Alors, Gloops, je pense que c'est la question qu'on nous pose peut-être le plus souvent. En France, en tous les cas, les stagiaires sont des personnes qui sont réputées être en formation. Et il y a une annotation dans les règles du programme qui disent que quand voilà, une personne et son contrat ou équivalent sont considérés comme étant training oriented, ce n'est pas éligible parce que la commission, elle est là pour financer des gens qui travaillent véritablement et pas qui sont en train de se former. Donc, du coup, les stagiaires, ce n'est pas quelque chose d'éligible, à moins que vous choisissiez de payer un stagiaire au moins au SMIC. Et à ce moment-là, voilà, il a un contrat de travail en bonne et due forme. Mais sinon, les stagiaires, c'est pas éligible. Voilà. Les apprentis, eux, disposent d'un contrat de travail. Donc, je pense qu'a priori, les collègues, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça serait bon. Et les jobs d'été, après, ça dépend. Job d'été, ça veut tout et rien dire. Encore une fois, si un job d'été, c'est un contrat en CDD qui est établi, voilà. Oui, ça va être une fraction, des fractions du coût de AOU dont on parlait qui vont être prises en compte et ajoutées voilà, pour le calcul du coût unitaire. J'espère que c'est clair et que j'ai rien oublié. Oui, non, c'est clair pour moi, Fanny. Merci pour ta réponse. Nouvelle question, peut-on continuer à utiliser la méthode des coûts moyens de personnel, average costs, malgré l'existence de cette nouvelle méthode? Oui, mais comment dire, ce sont deux méthodologies distinctes. À partir du moment où vous demandez la validation, vous demandez d'enclencher le process pour valider votre coût unitaire de personnel, vous devrez renoncer au coût moyen de personnel. C'est l'un ou l'autre, ok? C'est pas combiné. Mais vous pouvez tout à fait faire le choix de rester sur vos coûts moyens et votre méthodologie de coût moyen de personnel. Il n'y a pas de problème. Question suivante, quid du plafond par rapport au coût réel? Oui, je vous laisse, Irénée. Oui, qu'est-ce que c'est qui n'est pas clair? Oui, quelle est la question? Mais donc, de manière générale, je peux répéter un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il existe un plafond qui est fixé par la commission qui change des pays à un pays. Donc, on a affiché les calculs du plafond français, et ce plafond ne peut pas être dépassé pour la détermination du coût unitaire, donc du PUC pour chaque entité. Parce qu'on estime que si on dépasse les plafonds, on arrive vers un coût qui n'est pas vraiment représentatif des coûts réels de l'entité dans les pays. Et donc, si on dépasse les plafonds, c'est les plafonds automatiquement qui s'appliquent. Et ça sert donc pour rester les plus possibles proches des coûts réels. C'est pour ça qu'il existe ces plafonds-là. Il s'applique donc, qui ne peut pas être dépassé dans la détermination des coûts unitaires de personnel. Peut-être en complément, expliquer comment la commission a défini le plafond, ce qui peut aider à comprendre. C'est que la commission a expliqué que le plafond avait été déterminé sur la base
des conventions de subvention qui ont été signées avant le 1er juin 2023. Donc, ils ont pris toutes les conventions de subvention et ils ont regardé les coûts estimés qui avaient été mis par les bénéficiaires. Et ils ont constaté que 99% des personnes, qui sont dans les projets, donc tous les projets signés avant le 1er juin 2023, sont inférieurs à 9 618 €, donc qui est le plafond qui a été déterminé par la commission. Donc on peut imaginer que ce plafond-là, avec l'application du coefficient correcteur par pays est relativement représentatif et relativement haut également. Puisque, on l'a vu, on est sur, pour la France, on est sur un coût, pour un homme-moi qui est de l'ordre de 11 000 € à peu près, ce qui est assez élevé malgré tout. Et si on applique ça sur toutes les catégories de personnel, on est sur un coût qui est assez favorable, je dirais. Merci pour ces précisions, Cécile. Merci. Sachant que, petite précision, merci Cécile aussi, pour aller jusqu'au bout, c'est que le coefficient correcteur, ça vient de ce qu'on utilise dans le programme Marie Sklodowska-Curie aussi. Ils ne sont pas partis de rien non plus à chaque fois. Ils utilisent des choses existantes. Voilà. Merci Fanny. Question suivante. La CE a-t-elle prévu d'étendre cette option à d'autres programmes, EU4Health, FEDER, etc., pour éviter de devoir gérer différentes options pour les projets européens dans nos structures? Pour l'instant, c'est qu'Horizon Europe, en fait, si on regarde le MGA Corporate, c'est marqué que l'option s'applique exclusivement à Horizon Europe. C'est un pilote. Peut-être qu'une fois que la phase pilote sera terminée, à partir de la programmation 2027, la Commission décidera de l'étendre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore cette visibilité-là. Et puis, mais elle décidera de ne l'étendre qu'au programme directement géré par elle, donc directement géré par la Commission européenne. La question n'est pas du tout à l'ordre du jour d'étendre les règles des programmes gérés directement par la Commission européenne au FEDER, par exemple, qui est géré complètement différemment. Tout à fait. EU4Health, oui, à partir du moment où c'est un programme qui émane du direction générale de la Commission, mais FEDER, non, puisque, comme vous le savez sans doute, ce sont les autorités de gestion régionales qui gèrent ce programme. Donc, c'est différent. Je rappelle que nous, on n'est que PCN pour Horizon Europe. Hein, c'est le mandat que nous donne la Commission européenne, d'une part. Et puis, d'autre part, effectivement, tu fais bien de le préciser, Lucie, pour les fonds structurels. Mais je crois, en faisant des petites recherches là, sur cette nouvelle unité, je trouve que je suis tombée sur des documents des programmes opérationnels de fonds structurels. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a des régions qui proposent des forfaits globaux aussi quand les subventions font moins de 100 000 ou 200 000 €. Donc, vous voyez, il y a une réflexion de façon globale sur les mesures de simplification possibles. Merci Fanny. Alors, question suivante. Si un audit révèle que les coûts réels sont inférieurs aux coûts unitaires, la CE peut retirer le coût unitaire. Comment le rapprochement peut se faire? Car si l'on choisit le coût unitaire, il n'y a plus d'audit sur les coûts réels de personnel, mais uniquement sur le nombre de jours déclarés. Alors, effectivement, c'est posé aussi des questions là-dessus. On pense que c'est plutôt au niveau OLAF, c'est au niveau fraude qu'il y aura des contrôles qui continueront à être faits et qui permettront, effectivement, hein, vous me compléterez les collègues, qui permettront de faire ce type de rapprochement. Parce que, comme vous dites, par définition, dans le cadre d'un audit, du coup, on ne va pas regarder les coûts et on ne va pas pouvoir comparer les deux. Mais il y a quand même, en cas de suspicion de fraude, voilà, des choses, voilà. Mais c'est que manifeste et ce sera des cas quand même très, très rares, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Irénée. Oui, la commission en fait a bien souligné que ça doit être vraiment quelque chose de vraiment manifeste et donc c'est pas, on ne doit pas craindre que ça va arriver tout le temps en cas de contrôle, donc ça doit être vraiment quelque chose de flagrant en fait. Merci à toutes les deux.
Faut-il obligatoirement faire le choix de la méthode des coûts unitaires de personnel lors d'une phase de Grant Agreement ou peut-on le faire au cours du montage d'un projet? Là, on l'a Alors, déjà dit aussi. Vas-y. je vais peut-être reprendre. En fait, c'est le fait que la commission fasse le choix de finaliser l'option au moment de la préparation de la convention de subvention est plutôt favorable aux bénéficiaires puisque il aura des données qui seront plus proches de la réalité. Ça peut également vous éviter d'avoir un effet d'inflation sur des coûts. Donc, vous pouvez manifester votre intérêt, mais vous ne pourrez pas finaliser le PUC tant que vous n'aurez pas un projet qui sera passé en phase de contractualisation. Merci, Donc, vous Cécile. pouvez vous préparer, mais ça ne sera actif que lorsque le projet entrera en phase de contractualisation. Et donc, ça veut dire qu'il faudra certainement actualiser vos données Mm. si vous avez travaillé sur des données qui sont antérieures. Merci, Cécile. Question suivante. Est-ce que le coût de certificat fait par un commissaire aux comptes est éligible? Non. La réponse est non. Non. En fait, les règles d'éligibilité prévoient qu'un coût doit être encouru pour les projets pendant la durée du projet. Donc là, on est vraiment hors du cadre À un autre niveau. de règles d'éligibilité parce qu'on est avant le début du projet et donc c'est pas encouru directement pour les projets. Ça a quand même une application plus générale pour l'entité. Donc c'est non. La réponse est non, C'est un malheureusement. investissement de l'entité. Ouais. Après, c'est un choix de l'entité Ouais. d'investir un petit peu là-dedans. Voilà. Ouais. Merci, Irénée. Question suivante. Pour le calcul du coût, doit-on prendre aussi le personnel administratif support de l'établissement, RH, support, DSI, gestionnaire, Non. enseignant, etc. Comme on l'a déjà expliqué tout à l'heure, c'est vraiment toutes les personnes qui travaillent, même pas que tous les employés, toutes les personnes qui travaillent pour l'entité bénéficiaire. Merci d'avoir rappelé ça. Ah, mince, j'en ai perdu une. Je crois que j'ai fait une fausse manip. Bon, j'irai la récupérer tout à l'heure. Si je comprends bien, le coût total du personnel devrait prendre en compte uniquement les coûts éligibles, pas d'heures complémentaires, par exemple. Les heures complémentaires, honnêtement, c'est un coût éligible. Parce oui, que, pour moi aussi. Même un coût réel. Prends le coût total. Oui. Je suis d'accord. Coût éligible, oui, mais en incluant aussi les heures complémentaires, parce qu'elles sont toutes éligibles. Ce sont les coûts de personnel qui sont dans votre comptabilité qu'il faut prendre en compte. Tous les coûts. Éligibles. C'est ça. Merci. Pour le calcul du coût unitaire, est-ce que les prestataires entrent en compte? Par exemple, ménage, sécurité, etc. Non, ce n'est pas des coûts de personnel, les coûts de prestataires. Non, c'est ça. Voilà, c'est des coûts de prestation, de services. Et si vous devez les déclarer dans les financements européens, même si j'ai des doutes là-dessus, mais si vous arriviez à faire le lien entre cette prestation et votre projet européen, en l'occurrence, ça sera dans les coûts d'achat de biens, travaux ou services. Ça ne sera pas dans les coûts de personnel. Mais à mon sens, selon l'exemple qui est donné, ce serait plutôt dans les coûts indirects qu'on aurait ce genre de choses. Après, ça dépend aussi des prestataires, parce que si on parle, après, moi en tant que pas francophone, peut-être je me trompe dans la définition, mais on peut penser à prestataires aussi comme des personnes qui rentrent dans la catégorie A2, donc de Natural Person Under Direct Contract, qui sont des auto-entrepreneurs, par exemple, qui travaillent pour les bénéficiaires. Donc, dans ces cas-là, on pourra les inclure parce que c'est du personnel. C'est vrai, mais c'est pas ce qu'on appelle prestation en français. Oui, c'est pas trop ça. Parce que c'est un contrat avec une personne. Tu as raison. Voilà, je me demande aussi toujours si les gens ne confondent pas les choses. Là, on parle vraiment effectivement d'un contrat passé avec une entreprise prestataire. Et voilà. Le A6 couvre de A1 à A4, comme l'expliquait tout à l'heure Irénée, mais pas sur les autres catégories de coûts. Désolée. Ça s'arrête quand même à un moment donné. Sachant que sur des sujets R&D pointus, des profils de chercheurs seniors et des chefs de programme seniors ont des taux unitaires élevés.
le coût unitaire est-il plafonné? Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'a été posée cette question, mais effectivement, on l'a répété déjà un certain nombre de fois. Oui, le coût unitaire est plafonné à 9 000, je ne sais plus combien. Et c'est 600 Ah non, et 631. 631, pardon. Du C'est coup, 631. pour la France, ça fait 11 000. Oui, À voilà. peu près 11 000 euros pour Ouais. un homme, moi, une personne, moi. Voilà. C'est ça. Hop, pour une association, structure privée, est-ce notre commissaire aux comptes qui va signer ce certificat d'audit? Expert comptable. S'il est habilité à le faire et qu'il est indépendant Oui. de votre structure, J'allais oui, dire oui. c'est possible. Tout à fait. Posez-lui la question, de toute façon, il saura vous répondre là-dessus, mais oui. Est-il obligatoire d'utiliser le PUC lors du montage d'un projet en lump sum quand on en a pris l'option en projet en coût réel? Oui. Oui. Non, mais si on a pris Hmm. l'option en coût réel, on Ah non, utilise pardon. pas Oui, le oui, PUC. non, non. Bah, y a pas... Oui, Oui. tu as raison, pardon, j'ai répondu trop vite. Oui, effectivement, enfin, soit vous continuez avec votre méthodologie en coût réel, mais à partir du moment où vous demandez, comment dire, vous engagez dans la démarche de demande PUC, etc., à ce moment-là, vous devez obligatoirement utiliser votre taux journalier pour tous les projets que vous montez en coût réel et en lump sum. Mais si vous ne demandez pas ce taux PUC, vous préférez rester en coût réel, dans ces cas-là, vous montez vos projets lump sum comme vous le faites jusqu'à présent. Il n'y a pas de changement pour le montage de vos projets lump sum. Il n'y a pas besoin de déterminer un taux journalier spécifiquement selon la méthodologie PUC si vous ne vous engagez pas dans cette démarche-là. J'en profite là pour oui. compléter ma réponse avec la question sur les stagiaires. Du coup, je vois la question. Je comprends pas. J'ai la question pour les stagiaires. L'éligibilité me semble pas en lien avec le coût inter. Bah, en fait, donc je répète, les stagiaires, c'est pas éligible dans Horizon Europe de base, parce qu'en fait, les stagiaires, ce ne sont pas des gens qui ont un contrat de travail. Ils ont une convention de stage et donc de toute façon, ce n'est pas considéré comme un coût de personnel dans Horizon Europe. Donc, de ce fait-là, je ne comprends pas comment est-ce que vous pensez pouvoir l'inclure dans le calcul de ce coût unitaire de personnel, parce que c'est pas dans les unités en fait dans les AOU en fait, ça va pas rentrer en compte dans le bilan comptable dans les AOU pour moi. Donc du coup pour moi c'est pas un sujet et c'est très clair. J'espère que ça répond à votre question là-dessus. Merci Fanny. Existe-t-il un modèle de certificat à compléter? Oui. La fournit un magnifique modèle. Il est dans le modèle de certificat d'audit est prêt et disponible. Il est dans les documents de référence et vous aurez le lien direct dans la présentation. Vous pourrez aller le récupérer dans la présentation. En revanche, il est au niveau de l'espace du lire, puisqu'il ne s'agit pas d'un document de référence. Voilà, validation et lire. Merci Cécile. Pouvez-vous confirmer qu'à partir du moment où l'on choisit les coûts unitaires de personnel, on doit donc l'utiliser pour tous les projets à venir, à moins de notifier la CE pour repasser au coût réel dans la limite d'une seule fois pour toute la période d'Horizon Europe? Tout à fait, oui, vous avez bien compris. Très bien, très bien ça. formulé, c'est tout à fait ça. Oui, on confirme. Il était expliqué que le montant du taux journalier est établi avant que l'activité ou le service n'ait lieu. Qu'est-ce que ça veut dire avant le paiement? Alors, je vous avoue ne pas comprendre la question, là, moi. Non, c'est juste, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je réponds à la dernière partie. Qu'est-ce que ça veut dire avant? Avant, ça veut dire que avant que les projets démarrent, parce que donc il est établi exempté. À la limite, un projet peut être à la limite en phase de contractualisation, parce que c'est là qu'on peut on peut demander l'utilisation de cette option. Mais à partir de ce moment-là, tous les autres projets à venir se retrouvent à utiliser ces PUC qui est établi avant, exempté, donc 1 an avant, 4 mois avant, 6 mois avant. Donc c'est ça que ça veut dire avant que les projets démarrent. Merci Irénée. Et là, c'est un petit peu en lien avec ce que tu disais aussi, mais s'il se passe plusieurs années entre la manifestation d'intérêt et un projet,
et que le certificat soumis date, faudra-t-il le refaire? Alors, il n'est pas question de le refaire puisque, en fait, au stade de la manifestation d'intérêt, il n'y a pas de certificat d'audit à fournir. C'est uniquement lorsque, le projet passe en contractualisation qu'à ce moment-là, on passe à la demande formelle et à la validation du PUC. Merci Cécile. Où pourrait-on trouver les sous-catégories plus précises des staffs éligibles pour les PUC, tels que employés, personnes travaillant pour l'entreprise, qui lui sont subordonnés, qui sont considérés comme des salariés en vertu du droit national, les propriétaires, dirigeants, etc. Je vais laisser aussi les compléter, mais ce sont les catégories qui vous ont été présentées, A1, A2, A3, A4. Voilà, donc A1, les employés sous contrat, A2, les personnels mis à disposition, A3, non, j'inverse, je confonds toujours les A2 et A3. Oui, A2, c'est les consultants. A2, c'est les consultants auto-entrepreneurs, A3, les personnes mises à disposition, et A4, les dirigeants de PME qui ne perçoivent pas de salaire. Donc, ce sont toutes ces catégories-là qui vous ont été listées et qui rentrent dedans, qui sont éligibles. Allez voir notre webinaire sur les coûts de personnel si vous voulez en savoir plus sur les différentes coûts les catégories de coûts personnels éligibles dans le cadre d'Horizon Europe. Ça vous fera un rappel là-dessus. Voilà. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît? Pardon. Vas-y. Excuse-moi, Lucie, pour compléter, mais c'est bien d'aller regarder la définition qui est dans l'article 5 de la recommandation de la Commission qui définit les Annual Work Unit, parce que vous trouverez vraiment les catégories des personnels qui composent un effectif. Donc, il y a vraiment, si je ne me trompe pas, 4 ou 5, c'est une liste, 4 ou 5 catégories. Et là, vous trouverez avec des mots plus concrets, donc pas les catégories d'Horizon Europe, mais des mots qui peut-être parlent plus en termes d'effectifs et d'organisation d'une entité. Vous trouverez les catégories qui composent cet effectif. Lucie, est-ce qu'on ne ferait pas juste poser la question pour de savoir voilà, si le webinaire... Oui, on peut arrêter tout le monde, parce qu'en général, on le fait avant les questions ou voilà, en cours, et forcément, tout à fait, on peut, quand on le fait un peu plus tard... On peut s'en tenir là et revenir... oui, tout à fait. Questions. Et revenir ensuite. Toujours poser des questions, c'est toujours possible. Alors, on vous met en place un petit sondage pour savoir si le webinaire vous a été utile. Je vais le présenter et si vous pouvez y répondre. Merci. Il sera toujours actif. On va pouvoir prendre quelques questions encore, je pense, et puis on va vous présenter les diapositives ressources aussi, qui listent toutes les ressources disponibles sur le sujet, les coûts de personnel, coûts unitaires de personnel. On aime bien avoir nos réponses au sondage avant de laisser tout le monde partir, parce que c'est important pour nous d'avoir des retours. On voit que ça a été globalement assez utile. Mais pour certains, un tout petit pourcentage, pas tant que ça. Si vous avez plus la note est basse, plus je vous invite à m'écrire pour vous faire part de votre non-satisfaction. Je comprenne le pourquoi, parce que c'est bien de le dire, mais du coup, ça me rend curieuse. On vous a listé ici des documents de référence. La décision, tout d'abord, autorisant l'utilisation de coûts unitaires pour les frais de personnel dans le cadre des actions des programmes Horizon Europe et Euratom. Donc ça, c'est la base légale importante. Vous avez aussi une section dédiée aux coûts unitaires de personnel sur le portail des appels d'offres et financement. On vous a parlé du Wizard, ce guide virtuel, cette baguette magique qui vous permet de faire les calculs, de simuler quel serait votre coût unitaire du personnel. Donc, on vous a mis le lien ici aussi sur cette diapo.
Nous avons fait un article sur notre site internet horizoneurope.gouv.fr concernant cette nouvelle option et on vous renvoie aussi au modèle de convention de subvention annotée aux pages 69 et suivantes qui détaillent aussi cette nouvelle option. Et j'en profite pour dire que depuis peu, nous avons un nouveau modèle de convention de subvention annotée qui n'est plus en mode draft, en mode version provisoire, mais version finalisée qui a été agrémentée et complété au fur et à mesure par la Commission européenne et publié tout récemment. Ressources utiles également, évidemment, le portail. Si vous avez des questions techniques sur le wizard ou des choses, on vous renvoie à l'outil IT How To. Et très important, les webinaires de la Commission européenne sur le coût de sur ce fameux PUC, coût de personnel unitaire du personnel. Vous avez un premier webinaire que la Commission a tenu le 16 avril dernier, que vous pouvez revisionner sur YouTube. Et vous avez fait une annonce, la Commission européenne a indiqué tenir un autre webinaire prochainement, c'est-à-dire le 19 juin à 14h30 sur cette option personnel unit cost. Donc, vous avez le lien de l'événement ici sur la diapo. Ensuite, je passe nos documents de référence habituels, mais je souligne la nouveauté, la publication du modèle Grant Agreement intégralement annoté, qui n'est plus en version provisoire. Je vous rappelle l'existence de notre portail français avec de nombreuses informations, mises à jour, etc., articles, nos ressources PCN juridiques et financières aussi, notre boîte à outils, des informations sur le montage, le dépôt, l'évaluation des propositions, nos fiches pratiques, etc. Je passe tout ça parce que c'est ce qu'on présente habituellement et c'est toujours dans notre PowerPoint. Voilà, nos fiches pratiques. On peut poursuivre, on peut prendre encore quelques minutes pour les questions. Laissez-moi juste une petite seconde pour représenter les questions. J'espère que ça va marcher. Mais pourquoi je suis encore là-dessus? Tout à l'heure, ça m'est arrivé aussi. Est-ce que les collègues peuvent Je le me dire désactive du coup. Pardon, bah oui, mais c'est bête. Ouais. Non, attends, je reviens en arrière et là, peut-être que je vais y arriver. Non, mais je l'ai Suzanne. désactivé. Ah, d'accord, ok. Je le remettrai après, parce que ça t'empêche de partager en fait quand la question est en play. Ah, ok. Alors, pourriez-vous, et on va venir à la question qui intéressait la personne qui a pris la parole, pourriez-vous préciser s'il vous plaît à quoi correspondent les plafonds par pays? Comment la CE a-t-elle calculé ces plafonds? A-t-elle pris en compte les entités avec des employés, notamment dans la recherche avec des salaires élevés? Alors, on l'a dit du coup, mais oui. rapidement, Cécile, effectivement, a réexpliqué les choses et moi, j'ai rajouté à la fin rapidement, en fait, que dans le volet du programme Marie Sklodowska-Curie, dédié à la mobilité, à la formation, ils ont défini des coefficients correcteurs parce qu'ils ont des sommes forfaitaires allouées par personne employée et que du coup, bah, voilà, le niveau de vie n'était pas les mêmes selon les pays européens associés, etc. Ils ont du coup défini des coefficients correcteurs. Donc nous, on a un coefficient correcteur qui est la France, qui est favorable puisqu'il fait gonfler le coût et que c'est pour ça que de 9 000 et quelques, on passe à 11 000, on disait à peu près euros par mois à temps plein pour une personne. Voilà, donc ces coefficients correcteurs, voilà, vous les retrouvez, il y a les références dans les programmes de travail Marie Curie en cours. Là, on est sur le programme de travail du coup 23-25 de Marie Sklodowska-Curie. C'est là que ça vient en fait. Pour pas redéfinir des choses, ils prennent des références déjà existantes quand ils le peuvent. Voilà. Merci Fanny. Nous devons prendre en compte uniquement des coûts éligibles au sens Horizon Europe. Cela nécessite donc l'analyse de tous les coûts de personnel de l'entité. Pour moi, pas individuellement, mais pas par personne. Ça se gère au niveau global. Pour moi, la réponse, c'est plutôt non. C'est-à-dire que la Commission dit que les coûts de personnel correspondent aux coûts qui sont dans les comptes de l'entité, c'est-à-dire qui ont été supportés par l'entité. En revanche, l'auditeur que vous allez mandater pour préparer le certificat d'audit, bien évidemment, lui, va regarder si ces coûts sont bien dans les comptes. Donc, c'est l'auditeur qui fera le travail de vérification au moment de l'établissement du certificat d'audit.
mais vous pouvez prendre les coûts qui sont dans vos comptes et selon vos pratiques habituelles. Merci Cécile. Quid des institutions pour lesquelles la quotité de travail par type de personnel n'est pas complètement clarifiée pour le calcul du coût unitaire? Secteur hospitalier par exemple. J'aurais tendance à dire peut-être. Oui, Oui. pardon. Vas-y. Non, vas-y. Mais en fait, on a les mêmes soucis, juste pour compléter un peu la demande, parce que la même question, parce qu'on a les mêmes soucis existent aussi pour les projets en cours réel, parce qu'on a souvent la question de savoir quelle est la quantité de travail des PUPH, par exemple, pour calculer leur plafond. Et donc, mais il faut clarifier cet élément-là parce que il faut, ou sur la base de ton enregistré, je ne sais pas, mais il faut quand même pouvoir déterminer un peu la quantité et calculer la fraction de annual work unit pour ces personnels. On n'a pas de solution magique, mais c'est quand même, je sais que c'est un problème qui persiste même pour les cours réels. Merci Irénée. Pour le calcul du Personnel Unit Cost, on prend les données de l'année précédente, mais s'il s'agit d'un nouveau projet, quelles données prendre? Attention, la détermination du Personnel Unit Cost ne se fait pas au niveau d'un projet, elle se fait au niveau de l'entité. Donc, quand vous faites la demande et quand vous allez vous allez devoir faire établir le certificat d'audit, c'est bien les données pour la détermination de ce taux journalier, c'est bien les données de la dernière année financière close que vous devez prendre en compte. Donc, s'il y a un nouveau projet, je ne vois pas trop. Peut-être que je comprends mal la question. Non, c'est bon, les collègues? Non, je pense que tu comprends bien la question et Okay. effectivement, c'est Il n'y a pas de données projet. Il n'y a pas de données projet. À l'échelle de l'entité, voilà. ouais. Avec cette option, on n'est plus obligé de vérifier en détail la composition du salaire pour le calcul du taux journalier. Oui. Non, effectivement, oui, c'est ça, on confirme. Effectivement, vous prenez le taux journalier validé. Et donc, vous n'avez plus à déterminer le numérateur, le dénominateur. Voilà, ça a été fait une fois pour toutes et pour tous vos projets. Oui, après, cela étant dit, pour le calcul du taux journalier en cours réel, c'est pareil, la composition du salaire, du moment que c'est sur la fiche de paye et que c'est des choses qui sont établies par voilà, la législation nationale, convention collective et tout, en général, sauf accident industriel, tout est éligible, hein. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, c'est une autre question, effectivement. Quid des institutions pour lesquelles la quantité de travail par type de personnel n'est pas complètement clarifiée pour le calcul du coût unitaire, secteur hospitalier, par exemple? Donc, en fait, on vient d'y répondre à cette question. Voilà. Ça. Voilà. Ça. Hop, donc, on prend aussi la taxe d'effort de construction, par exemple. Bon, là aussi, c'est pas tout à fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui. On vous renvoie à notre webinaire dédié au coût de personnel et on vous renvoie à la fiche de la Commission européenne qui liste les primes éligibles, notamment pour la France. Et sauf erreur de ma part, mais là, moi je connais pas cet élément de paye, mais voilà, a priori tout ce qui est dans une fiche de paye qui fait pas l'objet d'un effet d'aubaine parce que pris uniquement sur un projet européen est a priori éligible, hein, donc je vois pas pourquoi cette taxe par exemple ne le serait pas. C'est dans la rémunération de base en plus. Certaines, bref, donc voilà. Autre sujet, on s'éloigne du sujet. Voilà, je me dis quand on commence à avoir des questions hors sujet, c'est qu'on a épuisé certainement les choses pour aujourd'hui. Le taux journalier doit-il être défini pour l'ensemble des projets portés par l'organisation? Oui. Une fois que l'on a utilisé l'option sur un projet, doit-on faire une nouvelle manipulation si l'on ne souhaite plus l'utiliser? Oui. Je ne sais pas si vous voulez donner plus de détails, les collègues. Non, on l'a déjà dit. Ouais. Ouais. On commence à avoir fait le tour. Ensuite, peut-être, voilà, la question suivante. Peut-on changer ses ses préférences d'un projet à un autre? Par exemple, choisir le coût unitaire pour un projet, mais revenir à un coût réel pour un autre projet? Non, ce n'est pas un projet ci, un projet ça. C'est pour tous les projets de l'entité, c'est ce qu'on vous a dit. Et s'il y a un retour en arrière, c'est une seule fois pendant la durée de l'horizon Europe. Et ça sera pour tous les projets.
c'est pas du cherry picking, comme on dit en bon anglais, n'est-ce pas? Voilà, je pense qu'on a répondu à ça aussi. Par rapport au staff, comment savoir si les chercheurs, personnes travaillant dans des actions de R&I, personnel administratif et logistique, consultants internes, rentrent dans les catégories plus générales telles qu'employés, les propriétaires dirigeants? C'est toujours en lien avec le contrat. Comme le disait Cécile à l'instant, voilà, vous prenez toutes les personnes qui travaillent pour l'entité, soit en étant employé, soit avec un autre type de lien d'employabilité. Et c'est ça que vous prenez en compte pour le calcul de ce coût unitaire de personnel. Il n'y a pas besoin de faire rentrer chacun dans ces différentes catégories. Tout à fait, merci Fanny. Pour les projets Horizon Europe en cours, serait-il possible d'appliquer cette option de coût unitaire de personnel lors d'un prochain reporting? Bien non. Non, on a dit on ne change pas les règles du jeu en cours. Ouais. Ça, exactement. Voilà. Les projets Horizon Europe sont réalisés majoritairement par des cadres, chercheurs, etc. Si la société comprend de nombreux non-cadres, présence d'usines en France, le coût unitaire sera très inférieur au coût réel. Dans ce cas, l'usage du coût unitaire n'est pas du tout adéquat. Ai-je bien compris? Certainement, oui. Effectivement. Mais c'est à vous de faire votre calcul et de voir dans quelle mesure c'est intéressant pour vous ou non. Je vous propose, les collègues, parce que je vois des questions qui apparaissent sans fin, qu'on en arrête là, parce qu'il est 11h59 et on a répondu à énormément de questions aujourd'hui. Je ne sais pas si... Voilà, donc de toute façon, vous aurez, on l'a dit, il y aura d'autres occasions d'aborder le sujet. La CE fait des webinaires très bientôt, le prochain étant le 19 juin, et elle va continuer à le faire régulièrement pour promouvoir cette nouvelle option. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup pour vos questions, pour votre attention ce matin. Merci à mes collègues, comme toujours, voilà, pour la co-préparation et présentation de ce webinaire. L'enregistrement en ligne dès que possible. Ce n'est pas automatique, et voilà, ainsi que le support. Voilà, il y a une prochaine fois pour le prochain webinaire, le mois prochain, ce sera dédié à la question de l'audit dans Horizon Europe. Voilà, si ça peut vous intéresser, inscrivez-vous, c'est déjà en ligne sur le portail, sur notre portail national. Oui, précise. On sera bien évidemment preneuse de vos retours d'expérience sur le coût unitaire de personnel. Pour alimenter à la fois les interactions que l'on a avec la commission, mais également les relations que l'on a avec vous tous. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous y allez, si vous n'y allez pas, pour quelles raisons, parce que c'est vraiment important. Voilà, on fera l'année prochaine certainement un nouveau webinaire si justement on a ce premier retour de la part de la communauté française, voilà, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en est, et ce sera du coup on ira plus loin, Et je précise, parce qu'on me pose souvent la question, nos webinaires sont toujours enregistrés. Donc voilà, je vois des questions parfois juste en amont. Oui, c'est devenu quelque chose d'habituel. Voilà, donc si vous les loupez, il faut toujours les revoir après coup. Bon bon appétit, il est 12h01. Voilà, bonne journée à tous. Merci encore et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.